C'est bon la mèche comme ça sur le côté? Ouais, pour la calvitie. Ouais, moi aussi j'utilise des lotions, mais... ça marche qu'un peu. Personne voit que je suis chaud, mais c'est vrai que... Oh merde, je suis à l'antenne. Bonjour chers amis, ici TVStix, et au sommaire nous avons de graves nouvelles. Jason Voorhees a en effet semé la panique dans tout Crystal Lake, et il s'attaque maintenant à nos petites villes les plus proches. Caen, Rennes, Paris... Ah non, ça c'est Michael Myers et Freddy Krueger qui s'en chargent autant pour moi. Sinon, nous avons également toute la saga des Hellraiser qui a ressuscité en plein cœur de Manhattan et qui sème un peu de... C'est un peu trop coquin pour notre jeune public. Je ne pourrais donc pas en parler. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Passons à la rubrique que vous préférez, les oubliés du cinéma d'horreur sur TVStix. Je suis Télé Maccabée. Bonjour à tous amis de l'angoisse. C'est parti, let's go! Pour commencer, comme chaque jour, voyons tout d'abord ce qu'ont donné les sondages auxquels vous avez été encore nombreux à participer, toujours une vingtaine de personnes, je vous en remercie. N'hésitez pas à partager d'avance, liker, commenter, faites-le à la fin de la vidéo, si vous likez alors que vous aimez pas, ça n'aura pas d'intérêt, ça se conçoit, c'est logique. Et surtout, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne au maximum, en espérant qu'on puisse toucher un large public. Non pas parce que je veux avoir de la notoriété, mais bon, c'est la Goldie Family quoi, number one, I'm the best in the world. Best in the world. Non, surtout faites connaître la chaîne parce que ça fera connaître des films d'horreur à beaucoup de passionnés à mon avis qui eux ne les connaissent pas et c'est le but principal de cette émission. Mais trêve de bavardage et à travers ce nouveau téléphone qui j'espère vous donne une qualité meilleure, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, nous allons voir les sondages. Et à ma grande surprise, avec 45% de votes sur 22 votants, vous avez choisi le film qui me fera sûrement le plus haïr par une communauté dont pourtant mon respect est total. Je vous présente donc, dans 2 semaines, Poltergeist. D'ailleurs, désormais, vous pourrez voter non pas en commentaire, mais dans l'onglet communauté. Chaque dimanche soir, je reproposerai 4 films et vous voterez pour celui que vous préfériez que je vous présente. Mais avant, j'aimerais savoir, juste par curiosité, et puis parce que voilà, ça m'intéresse, c'est est-ce que vous savez où je pourrais trouver les épisodes français du Loup-garou du campus? Alors certes, je l'ai demandé dans ma 2e vidéo de collection, mais... Oh là, et Télé Maccabée, ce n'est pas pour faire mon rabat-joie, mais ton Loup-garou du campus, on t'a déjà répondu. Personne n'en a rien à foutre, on connaît pas cette série, et les épisodes français n'existent pas. Alors s'il te plaît, passe au sujet principal. Ouais, c'est vrai que t'as raison pour une fois, mais j'insiste parce que j'ai vraiment envie d'avoir cette série et... Non, on verra ça plus tard, sujet principal, Loup-garou de Londres. J'ai envie de voir cet épisode comme beaucoup sur cette chaîne, et ils vont tous disliker si tu le fais pas. Alors, épisode Loup-garou. Ouais, t'as raison. Passons au Loup-garou de Londres. Le Loup-garou de Londres. Est-ce que c'est le premier film de loup-garou? Pour tous ceux qui ne le savent pas, évidemment que non. L'un des premiers étant en 1941, Le Loup-garou réalisé par George Wagner, avec en tête d'affiche Lon Chaney Jr. Désolé pour la prononciation, qui joue dans ce film le loup-garou et qui a en second rôle également le luxe d'avoir un Bela Lugosi réputé pour être le grand Dracula. Mais ne nous attardons pas sur l'histoire du loup-garou au cinéma car ça serait bien trop long. Aujourd'hui, concentrons-nous sur notre sujet, concentrons-nous sur le Loup-garou de Londres, réalisé par John Landis. John Landis, si vous le connaissez pas, c'est un tort parce qu'il a fait des œuvres qui ont plutôt marqué le cinéma. Vous le connaîtrez notamment pour les Blues Brothers, et sa suite d'ailleurs, également Un fauteuil pour deux, Un prince à New York, et si je ne me trompe pas, le seul film d'horreur qu'il a fait dans sa vie, à savoir Le Loup-garou de Londres. À ce moment-là de sa carrière, Le Loup-garou de Londres ne représentera que son 5e film, mais ayant réalisé précédemment Blues Brothers, il aura atteint une certaine notoriété. Bon après, je vous avoue, moi les 2 premiers films dans lesquels je les ai connus, qui sont entre guillemets des suites, c'était Hamburger Film Sandwich et Cheeseburger Film Sandwich, qui sont bien loin du thème d'aujourd'hui. Pour plus se rapprocher, il aura également fait des épisodes de La 4e dimension et également 2 épisodes des Maîtres de l'horreur. A savoir, si ça vous intéresse, que ceci s'intitule La Belle et la Bête et une famille recomposée. Voilà, c'est cadeau. Du coup, en 1981, il va réaliser Le Loup-garou de Londres. Un film excellent qui sera acclamé par le public, notamment pour sa scène de transformation
que malgré qu'il y a un risque de vous spoiler, je ne peux m'empêcher de vous la montrer. Au secours! Aide-moi! Aide-moi, je voulais pas te traiter de bout de barbac. J'espère que vous avez apprécié cette minute 30 de transformation cauchemardesque et que comme moi, et j'espère comme les futurs épisodes de Twilight, si jamais il y a le malheur d'en avoir, ils comprendront que tout n'est pas rose dans la vie d'un loup-garou. Être loup-garou, c'est pas une putain d'histoire à l'eau de rose, bordel. Ça c'est un loup-garou, ça c'est pas un loup-garou. Ça c'est un mangeur d'hommes, ça c'est une chochotte avec 3 poils. Je m'égare, excusez-moi, pardon à tous les fans de Twilight que je supporterais si la majorité me disait pas que c'était un film d'horreur. Car non, ce n'est pas un film d'horreur. Et avant de m'attaquer à l'histoire propre du film, je ne peux m'empêcher de vous parler d'un homme qui a fait que ce film est devenu un chef-d'œuvre, Rick Baker. C'est lui, c'est ce maquilleur aux 7 Oscars qui aura réussi à faire de ce film une œuvre culte grâce à sa transformation de loup-garou génialissime. Il aura également travaillé sur des films que vous connaissez tous, comme Le Grinch, Men in Black 2, X-Men l'affrontement final, Bigfoot et les Anderson, Le Professeur Folding. Il sera également connu de monde d'horreur pour d'autres films iconiques tels que Hurlement, Wolfman, La Nuit des Vers Géants, ou bien sûr la série de Guillermo del Toro, The Strain, où il meurt dans la série d'ailleurs à cause des créatures qu'il a créées. C'est pas de chance. Pour ce qui est de l'histoire du film, elle est assez simple à raconter et assez basique. Nous allons donc suivre 2 jeunes routards américains, David et Jake, ils sont tout mignons tout plein, qui pendant un séjour de 3 mois en Europe vont s'égarer dans la campagne anglaise. Ils vont entrer dans un pub et tomber sur des gens pas vraiment accueillants. L'hospitalité britannique, c'est tellement magique. Ils vont juste avant de partir les mettre en garde comme quoi il ne fallait pas marcher au-delà de la route dans les Landes et surtout faire attention à la lune. Et le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est quoi? C'est s'aventurer dans la lande hors des routes et le faire lors d'une nuit de pleine lune. Super intelligent les Américains. Vous aurez mis 2 Français avec un loup-garou qui se trouverait, je sais pas, dans la capitale, on serait pas fait buter. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ce film-là. Une pseudo-suite d'ailleurs, Le Loup-garou à Paris, qui n'aura en aucun cas eu le succès escompté de son prédécesseur, ne lui arrivant évidemment pas à la cheville. Attention, suspense insoutenable, nos 2 jeunes gens vont évidemment se faire attaquer par un loup-garou, qui vont malgré tout réussir à tuer. Malheureusement, l'un d'entre eux va mourir et le deuxième va être emmené à l'hôpital après avoir été quand même assez salement blessé, on va pas se le cacher. À partir de ce moment de l'histoire, vous allez avoir le moment le plus intéressant, à savoir non pas l'intrigue principale, mais tout le côté transformation et explication. Parce qu'il va y avoir 2 points à suivre, à savoir le point de Jack, qui est mort mais n'est pas vraiment mort, et David, qui lui va se remettre d'une blessure et apprendre que s'il a des poils qui poussent sur le corps, c'est pas entièrement dû à la puberté. Du coup, nous allons tout d'abord suivre Jack, qui est devenu un mort-vivant, il n'est pas entièrement mort, qui va se décomposer tout le long du film en incitant David au suicide, pour qu'il n'attaque pas les gens qu'il aime, puisque Jack a compris, comparément à David qui a pris du temps, qu'il était maudit par le loup-garou. Et que malgré tous ses efforts, la lycanthropie va le dévorer de l'intérieur. David, quant à lui, va avoir une histoire d'amour un peu sympathique, va avoir des démêlés avec des agents de sécurité et va essayer de trouver ce qu'il est vraiment. Chose qu'il va vite comprendre en se réveillant à poil après une transformation fort douloureuse que je vous ai montré précédemment en plein milieu d'un zoo. Je pense pas que ce soit le genre de choses qui arrive tous les jours, à moins de boire 2 litres de whisky 7 jours sur 7. Pour ce qui est du casting, évidemment, on se base sur nos 2 héros principaux. Notre héros principal est donc incarné par David Naughton, qui en plus d'être acteur est un chanteur. Donc niveau chanson, je connais rien de lui, et niveau acteur, je connais que très peu de choses. Dans les films notables qu'on peut citer, qui sont du coup que du cinéma d'horreur dans ce que j'ai retenu, on peut avoir Amityville Dark Force, Flying Virus, qui était pas spécialement un bon film, et également Ice Cream Man, que j'attends vraiment qu'un DVD sorte en France, car le film est bien kiffant.
Pour ce qui est du second rôle, à savoir Jack, interprété par Griffin Dunne, sa filmographie est un peu plus intéressante, sachant qu'il a été producteur et réalisateur sur des films peu connus. Il a par exemple été réalisateur des Ensorceleuses ou de Un mari de trop. Sa carrière en tant d'acteur, elle est composée de films également que je connais pas spécialement beaucoup. J'ai retenu Johnny le Dangereux, dans lequel il joue, Cheeseburger Film Sandwich, qui est un des seuls que je connaisse un peu, 40 jours et 40 nuits, ou War Machine datant de 2017 pour les films plus récents. Retenons également la présence de Jenny Agutter, ou Agutter, je ne sais pas comment ça se prononce, que je connais un peu plus, notamment pour les plus récents parce qu'elle joue la conseillère dans Avengers et Captain America, le soldat de l'hiver. Elle joue elle aussi dans le film Cheeseburger Film Sandwich, et pour les vrais passionnés, elle jouera également dans Chucky 2 et le film l'excellent Darkman. Pour finir en rôle mineur, je ne peux m'empêcher de citer David Schofield, que je connais surtout pour le rôle de Mercer dans la saga Pirates des Caraïbes, et également pour le rôle du sénateur Falco dans le grand Gladiator. En conclusion, je dirais que Le Loup-garou de Londres a peut-être été le meilleur film de loup-garou jamais réalisé dans l'histoire du cinéma. Certes, Le Loup-garou de George Wagner de 1940 a été sympathique, il était bon et surtout précurseur, et beaucoup de films actuels comme Wolfman ou la saga Underworld remet le loup-garou au goût du jour et de façon pertinente. Mais néanmoins, ce film restera le plus culte à mes yeux et celui qui montrera avec la plus grande justesse ce qu'est une transformation d'homme en loup-garou. Sur ce, je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à voter, commenter, liker dans les commentaires. Moi, je vais devoir y aller. Il y a bientôt une pleine lune. Hey, tchuss! Crevez tous!